obligatoire. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Mesdames et messieurs, je suis avec M. Pascal Onge, comme vous aimez bien suivre, avec qui nous allons déjà aborder la première thématique, c'est le contrat sino-congolais. Il y a eu ce scandale que nous avons tous connu, notamment grâce aux révélations de l'IGF. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui il n'y ait pas de suite judiciaire par rapport à ces révélations faites par l'IGF? C'est une bonne question. Je vous en félicite d'ailleurs pour avoir fait le choix sur un tel thème. À l'époque, en 2008, lorsqu'on signe ce contrat, 2009, nous commençons les débats ici. Moi, je dénonçais sur les plateaux de télévision. Je disais que ce n'est pas sécurisé du fait que le contrat dit, d'un côté, les entreprises chinoises vont nous disponibiliser un montant d'argent pour la construction des infrastructures de base, ce qui permettrait un petit développement de notre pays, ce qui est bien. Mais de l'autre côté, la République démocratique du Congo laisserait à la portée maintenant de ces entreprises la latitude d'exploiter nos ressources, entre autres ici, les cuivres et le reste. À ciel ouvert. Alors maintenant, la question que je me posais la fois passée est comment équilibrer ce que les Chinois allaient exploiter et l'argent que nous aurions bénéficié des Chinois pour la construction des infrastructures de base. Je n'avais pas à son temps, à l'époque, obtenu une réponse rationnellement intelligente. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Et pratiquement, indirectement, on me donne raison. Quand l'IGF, le 15 février 2023, fait la révélation, à travers ou après ses études, sur ce qui a été décaissé, ce qui a été, en tout cas, reçu par les Congolais, et ce qui a été dépensé, alors l'IGF parle de surfacturation, surévaluation, et potentiellement des détournements. Et c'est là votre question devient pertinente. Oui. Et lorsque vous dites, mais pourquoi la justice ne s'en approprie pas? Oui. Mais là, c'est une interrogation qui étonne tout le monde aujourd'hui. Nous avons suivi ici des dénonciations de l'IGF. De quelle nature? L'IGF nous dit le contrat consistait pour que ces entreprises chinoises-là déboursent pour la République démocratique du Congo un montant au moins de 3,2 milliards de dollars américains. Sur ce montant, selon l'IGF, ces entreprises ont déboursé 820 millions de dollars américains. Sur les 820 millions de dollars américains, les travaux réalisés n'ont consommé que 300 millions de dollars américains. En d'autres termes, vous prenez les 820 millions de dollars américains, vous soustrayez, donc vous enlevez 300 millions et ça reste 450 millions de dollars américains. Les 450 millions de dollars américains, on n'a jamais été à mesure de les expliquer. Comme si cela ne suffisait pas. L'IGF vous démontre, comme je le dis, on a surfacturé tout ce qu'on a pu présenter. Et il y a eu des cas tangibles qu'on a pu présenter, entre autres la construction des infrastructures routières ici dans la ville de Kinshasa. Le boulevard du 30 juin, le boulevard Triomphal. Et l'IGF vous dit, pour le boulevard du 30 juin par exemple, on a dépensé, sur ce qui a été présenté, 142 millions de dollars américains. Et l'IGF dit, après les études faites, en toute réalité, on a dépensé que 28 millions de dollars américains. Donc, 142, le chiffre est gonflé, et on a dépensé à peine que 28 millions de dollars américains pour le boulevard du 30 juin. Pour le boulevard Triomphal, on a présenté 61 millions de dollars américains, alors qu'en réalité, on a dépensé que 5 millions de dollars américains. Cette surfacturation, surévaluation
devrait avoir des explications claires. Vous comprenez qu'il y a deux niveaux de détournement. Le premier niveau, c'est que on disponibilise le montant de 820 millions de dollars américains. Oui. Le pays n'obtient, ou les travaux réalisés n'ont consommé que 300 millions de dollars américains. Le gap est là, on ne sait pas où il est parti, bien entendu, on suppose que c'est détourné. Non seulement qu'on prend les 300 là, qui en principe seraient uniquement pour la réalisation des œuvres, mais encore là, on va encore détourner à travers des surfacturations. Et maintenant, nous avons suivi cette dénonciation. Un contrat qui a été vanté comme contrat du siècle, finalement devenu un arc du siècle. Nous avions dit ici. Mais qu'est fait la justice alors après avoir entendu ces dénonciations? Mais la question On crée un bureau ici, un bureau de suivi, de contrôle et suivi. Son coordonnateur nommé, c'est un Congolais. Je veux dire, c'est un frère de Pascal Ouondje. Monsieur Martin. Monsieur Moïse Ekanga. De Moïse Ekanga plutôt. Il est intervenu même sur Top Congo, vous l'avez suivi. Oui, oui. Il y a une entreprise, l'agence des grands travaux. ACGT. Vous aviez suivi entre les deux instances, c'est rejeter des responsabilités. Mais la justice, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne pose aucun acte. Ils sont libres, ils se promènent, ils vont partout où ils veulent. L'argent des Congolais a été détourné. Les minéraux ont été exploités. Le contrepartie n'a pas été conséquent pour le pays. Et voilà, on laisse les choses comme ça. Ce n'est pas tout. Quand vous allez à Lualaba, il y a un barrage de Boussanga à Lualaba. Ce barrage a créé des conséquences énormes pour la population. Au moins 700 ménages qui ont perdu leurs champs. Parce qu'on vous confisque qu'on doit construire un barrage. Au moins 2000 personnes qui ont perdu leur ménage parce qu'ils ont été délogés. Mais ils n'ont jamais été indemnisés. Mais malgré qu'ils ne sont pas indemnisés, mais la population elle-même ne bénéficie pas du courant. Et le courant, c'est les entreprises qui exploitent, je ne sais pas quoi, sur place à Lualaba, qui bénéficient de l'électricité. Un contrat qui a été fait pour la population, la même population qui subit parce que on l'a chassé, dans le cas maintenant de Lualaba, on l'a chassé de ses endroits habituels parce qu'il fallait installer maintenant ce barrage, mais non seulement qu'elle n'est pas indemnisée, mais la production de ce barrage n'est pas bénéfique pour la population, mais plutôt des sociétés qui en bénéficient. Mais pourquoi jusqu'ici il n'y a pas de justice? Pourquoi jusqu'ici ces gens doivent toujours être libres? Et c'est là où... Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse parler à l'instrumentalisation? Non, il faudrait qu'on évite ce que nous avions connu avec le professeur Luzolo quand il était à la tête de la commission anticorruption à l'époque de Kabila. Il a fait autant de dénonciations. Ces dénonciations sont restées lettres mortes auprès de la justice. Des gens n'ont pas été poursuivis. Mais je dénonce un fait. Depuis le changement de régime jusqu'à ce jour, il n'y a pas de procès de ceux qui ont mal géré le pays hier. Je ne connais pas un. Avec les détournements que ce pays a connus, avec des cas, que ce soit d'assassinat, que ce pays a connu, tous ceux qui posaient ces actes-là aujourd'hui, ils sont libres. Pas inquiétés. Jamais inquiétés. La justice n'est pas sur leur dos. On se pose la question pourquoi. Voilà pourquoi moi je dis, dans le cas d'espèce, le cas ici du contrat chinois, il faudrait que la justice s'en mêle. Je ne pense pas que l'IGF a fait de dénonciation comme ça, sans qu'un
un travail fouiné ne soit fait en amont. Le travail a été fait. Ils se sont effectivement rendus compte qu'il y a eu détournement d'argent. Oui. Ce n'est plus à l'IGF. L'IGF a déjà fait ses dénonciations. Il s'est déchargé maintenant de la question. La justice n'accompagne pas. Maintenant, c'est la justice qui doit maintenant prendre la question à bras le corps, poser la question finalement à ceux-là qui sont cités. Qu'est-ce qui s'est passé? La population, la société congolaise voudrait maintenant être fixée sur le contrat qu'il avait engagé. Parce que, il faut le dire, il s'est agi du gouvernement congolais avec les entreprises chinoises. Ce n'était pas le gouvernement chinois. Donc, ils ont engagé d'abord les Congolais, de l'autre côté, avec les entreprises chinoises. Mais vous avez engagé les Congolais, mais ils ont droit de connaître ce qui s'est passé, en toute réalité. Mais voilà, jusqu'à ce jour, depuis février, nous sommes en juin, bientôt juillet, mais rien n'est fait. Qu'est-ce qu'on attend? On ne sait pas. Est-ce qu'on a ouvert une information judiciaire? On n'est pas informé. Et on veut, en toute réalité, qu'on ouvre une information judiciaire, les gens cités, qu'ils comparaissent, qu'ils se justifient devant la justice, qu'ils disent, bon voilà. Ça peut s'expliquer, ce silence de la justice? Non mais, je ne sais pas comment comprendre ça. Je ne sais pas. On s'acharne parfois sur des faits trop bénins. Je ne comprends pas, parce que un tel cas comme celui-là, avec autant de détournements, beaucoup d'argent comme ça, à la minute, à l'instant, on devait avoir un procès, même médiatisé. Cela servirait d'exemple pour ceux qui ont des responsabilités aujourd'hui. Attention, que je ne pose pas un tel acte, demain je risque d'être humilié. Mais lorsque vous créez toute une culture, des gens qui détournent autant d'argent comme ça, et ils ne sont pas inquiétés, mais comment voulez-vous que ceux qui viendront après se réservent, aient peur? Parce que devant eux, il y a des gens qui ont détourné, qui ne sont jamais inquiétés. Là, nous créons une mauvaise culture. C'est un très mauvais Vraiment, exemple. une mauvaise culture. D'accord. Les noms ont été cités. Les gens ont tenté de se justifier à travers les médias. Tout le monde avait compris que les arguments n'étaient pas pertinents. Effectivement, on supposait qu'ils avaient détourné, mais on ne peut pas les laisser libres aujourd'hui. Il faut engager des poursuites. Demain, c'est les élections, il faut encore postuler. Et là, c'est comme ça que je vous disais même la fois passée, nous aurons toujours les médiocres d'entre nous, si on n'est pas conséquent. Quelqu'un qui a déjà détourné autant d'argent, des millions de dollars, comme nous le disons ici, mais demain il est candidat, et puis finalement il est élu, mais on tourne en rond. On ne va pas évoluer. On aura toujours les médiocres. Continuons de diriger, parce qu'avec ces millions d'argent-là, ils ont la facilité de corrompre les gens. Ils ont la facilité de donner à la population. Et de s'imposer. Ils ont la facilité de s'imposer, ils ont la facilité de revenir. Et encore diriger. D'accord. Merci beaucoup, M. Pascal, sur ce sujet de détournement du contrat, dans le contrat sino-congolais. C'est vraiment très, très fondé votre argumentaire. Mais pendant le cas particulier, vous avez parlé de ceux qui ont dirigé hier, qui ne sont pas poursuivis. Il y a un cas patent, le cas de M. Matata Ponyo, qui aujourd'hui crie à l'acharnement. On cherche à écarter un candidat président de la République pour favoriser le... Et quelle est votre lecture de cette... Matata Ponyo, candidat président de la République. Non, j'ai été sidéré lorsque je l'ai entendu avancer un tel point de vue. Matata Ponyo, c'est quelqu'un, mon point de vue, moi personnellement, je le respectais beaucoup, je le voyais trop carré, trop réservé, trop scientifique. Il n'est pas dans le populisme. Bon, mais malheureusement aujourd'hui là, je ne sais pas le reconnaître. Et brutalement, je me pose la question, pourquoi il s'agite? Pourquoi il change directement le comportement? Et le pourquoi a une réponse. C'est qu'il y a un cas de justice. S'il y a un cas de justice, pour quelqu'un qui ne se reproche de rien, peut-il plutôt en faire un problème? Je dis non, lorsqu'on se reproche de rien, on ne peut pas en faire un problème. Est-ce que lui en fait un problème? Je dis oui, il en fait un problème. Et donc, c'est qu'il se reproche de quelque chose. C'est simple. Mais tout en se reprochant de quelque chose, il faut éviter de tomber encore très bas. Avoir des points de vue qui ne vous honorent pas. Le premier, lorsque Matata dit
On fait tout ça parce que je suis candidat de la République, candidat président de la République. Cette question, lorsqu'elle avait commencé, je ne l'avais pas encore entendu qu'un jour, celui-là sera candidat président de la République. Même alors, et je me pose la question, moi, Pascal, à partir de quel moment on est candidat, que ce soit président de la République, ou pour la députation, ou pour autre? À partir de quel moment? Et je dis à Matata, je le regarde aux yeux. Monsieur Matata, moi, Pascal, je vous respecte beaucoup, vous êtes un frère. On est candidat à partir du moment où on dépose sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Avez-vous déjà déposé la candidature? Moi, je dis non, parce que quand je prends le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, la date de dépôt pour les candidats présidents n'est pas encore arrivée. Non seulement que lorsque vous aurez déposé cette candidature, mais il faudrait que votre candidature soit au premier degré acceptée par la CENI et en fin de compte, être confirmée par la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous sommes arrivés à cette étape? Non. Et alors, substantiellement, je tire des conclusions. Je dis, vous n'êtes pas candidat président de la République. C'est comme Pascal aujourd'hui. Je sors, je dis, bon, parce qu'en mettant le micro, je dis, moi, je suis candidat de la République. Parce que j'ai dit que je suis candidat de la République, on ne peut plus m'inquiéter. Je peux être un citoyen libre, pouvoir poser n'importe quel acte parce que je suis candidat de la République. C'est aberrant, ça. Voilà pourquoi je dis à mon frère, non, cet argument, il est impertinent. Prochainement, il ne faut pas l'utiliser. C'est un argument qui le dessert. Mais dit... Deuxièmement, oui. Quand je le sens, je dis, je peux le comprendre parce qu'il apprend l'opposition. Mais n'apprenez pas l'opposition tout en imitant les médiocres de notre société. Les points de vue des médiocres de notre société lorsqu'ils sont à l'opposition, vous qui devriez être la lumière de la société, vous imitez leur comportement. Et vous dites n'importe quoi sans tenir compte de certaines réalités. Et lorsqu'il avance l'argument jusqu'à dire, parce que je l'ai compris qu'il avait des problèmes particuliers avec le président du Sénat, je ne suis pas là-bas, ça c'est leur affaire à eux. Mais simplement lorsqu'il va plus loin pour dire, ben voilà, je comprends la complicité qu'il y a entre le président du Sénat et le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il dit, mais ce n'est pas possible pour un scientifique. À quel niveau vous allez prouver que, effectivement, ici, il y a complicité? Ils ont posé tel acte et moi, je dénonce, il y a ceci ou cela. Vous ne saurez pas le prouver. Il n'y a pas de preuve. Si le procureur saisit le bureau du Sénat, il n'y a pas un moment défini, M. Augustin. Le bureau du Sénat ne travaille pas que pendant les plénières, non. Le bureau du Sénat travaille et pendant les plénières et pendant les vacances parlementaires. Lorsque le procureur saisit le président du Sénat pendant les vacances parlementaires, mais ça ne peut pas poser problème. C'est au président de pouvoir apprécier ensemble avec ce bureau et répondre ou réserver une réponse à la question ou à la lettre qui lui a été adressée. À ce niveau-là, le problème n'allait même pas se poser. Parce qu'au finish, vous serez en face de ces gens. Vous savez, Matata a raison. À quel niveau? On n'arriverait pas à ce stade. La justice a beaucoup tergiversé. Et finalement, Matata profite de cette léthargie judiciaire pour fonder son opinion et chercher à convaincre l'opinion. Déjà, avec des arguments tels que je suis candidat, et ainsi de suite. Des arguments impertinents comme celui-là. Pourquoi vous avez laissé ce dossier depuis tout ce temps? Pourquoi Matata n'est toujours pas poursuivi? Il dit on va à la Cour constitutionnelle, on va à la Cour de cassation. De la Cour de cassation, on rentre à la Cour de cassation. Non, ce ping-pong-là n'a pas arrangé les choses. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous avez été Premier ministre. Vous avez été président de la République. Vous avez fait ce que vous aviez fait. C'est un exemple que je prends. Oui. On ne peut pas vous poursuivre. Je suis président de la République, je tue les gens, je fais ce que je veux, et tout ça à la fin de mon pouvoir, on ne peut pas me poursuivre parce que la loi me protège. Non. Je suis Premier ministre,
Je ne sécurise pas les actes. Il y a des détournements économiques et on fait tout ce qu'on pense être bon à cet instant-là. Je ne suis plus au pouvoir, on ne peut pas me poursuivre parce que j'étais Premier ministre. C'est quelle société nous voulons construire cette fois-là? Il n'y a pas une instance qui doit me juger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça passe d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Mais parce que vous savez, je vous disais la fois passée ici que j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque, il y avait des lois qui étaient votées par la majorité parlementaire à son temps, à l'absence de l'opposition. On a conçu des textes comme ça pour se protéger après le pouvoir. Et la majorité taillée à son temps ne pouvait que voter, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agissait maintenant des lois provenant de l'autorité morale.